Bonjour à tous, dans cette 20e séance de Windows, nous allons aborder ensemble les utilisateurs et les groupes, et nous allons bien sûr voir quelques commandes PowerShell pour gérer un petit peu tout ça. Donc on va revenir sur quelques explications que j'ai pu donner précédemment lorsque vous appreniez simplement à prendre en main votre système d'exploitation, et on ira plus loin ensuite. Alors au niveau du système, on avait vu précédemment, rappelez-vous, on avait fait une séance, j'avais fait une séance dédiée un petit peu au paramétrage du système d'exploitation, et vous avez montré via les paramètres qu'on pouvait accéder donc à cette section compte, et on pouvait gérer différemment, on va dire, toutes les informations liées au compte, la création de nouveaux comptes, notamment en passant ici famille et autres utilisateurs, voire passer, tant qu'en tout cas il existera encore, par l'ancien panneau de configuration qui existe encore parce que tout n'a pas encore été intégré dans les paramètres, si vous vous souvenez bien, et on pouvait comme ça retrouver éventuellement d'autres choses, donc en passant ici, et après on peut par exemple modifier le type de compte par rapport aux comptes qui sont déjà présents, en créer, voilà, on avait quand même quelques petites catégories ici, et quelques fonctionnalités disponibles pour le simple utilisateur, on va dire, de son ordinateur, simplement. Nous on va aller un peu plus loin. Au niveau des utilisateurs, ce qu'on va voir, bien sûr, à ce stade, on arrive sur des fonctionnalités un peu plus avancées, sur des termes un peu plus techniques aussi, sur comment Windows va gérer un petit peu tout ça. Le plus simple, on va dire pour un usage personnel, un petit réseau éventuellement, on va travailler avec des utilisateurs locaux et des groupes, je vais en parler bien sûr, je vais détailler un petit peu tout ça, locaux également. Après, si vous avez une infrastructure beaucoup plus importante, une grande entreprise, etc., par exemple même des gens qui vont travailler directement sur Windows Server, donc une autre édition du système d'exploitation Windows, on va gérer le parc informatique avec des groupes ou des utilisateurs de domaine. D'accord, ça va permettre en fait via un simple annuaire et bien, de gérer un petit peu tous les droits, les permissions, les autorisations si vous voulez, choses d'ailleurs sur lesquelles on va venir et qu'on va aborder aussi sur le cours par la suite, pour tous les utilisateurs, comme je dis, qui peuvent provenir de tout un réseau informatique. Je vais vous parler rapidement, je serai assez succinct sur tout ce qui concerne justement l'utilisateur propre à des domaines, puisque ça ne concerne pas la majorité des gens, on en parlera brièvement, mais on va surtout s'attarder sur les utilisateurs et les groupes locaux, ce qui permettra de faire très vite le lien dans d'autres séances avec le système d'autorisation, les permissions, comment on gère les droits, que ce soit sur des fichiers, des applications, des périphériques comme votre imprimante, etc. Le plus simple, déjà ça va être de gérer les utilisateurs, donc on va aller ici, on va faire un petit tour. Alors, par contre, oui, c'est ça que des fois il est un peu galère d'y accéder tel quel. Ne pas vouloir que je le prenne. Utilisateur. Je veux pas gérer mes utilisateurs ici. Je voudrais prendre. C'est pas grave, on va passer par Local User Manager. Donc ça doit être ça, MSC. Ce sera raccourci. Mais sinon, on peut passer directement par la gestion. Ah oui, c'est gestion de l'ordinateur. J'avais un doute. Petit trou de mémoire. Hop, il était là. Qui est plus global, la gestion de l'ordinateur. Je vais vous montrer des interfaces comme ça, vous verrez aussi, pourquoi pas. Si ça veut bien s'ouvrir, voilà, ça charge pas mal de choses. Donc ça, c'est l'interface globale, si vous voulez, de l'application graphique, donc gestion de l'ordinateur, qui va contenir pas mal d'outils en fait de Windows, comme le planificateur de tâches, les performances, etc. Des choses sur lesquelles on a déjà parlé ou on sera amené à parler sur d'autres vidéos de la chaîne. Et on a la partie utilisateurs et groupes locaux, et on retrouve cette interface. Et si on veut avoir seulement cette partie, qu'on veut directement accéder à ça, on a en fait cette petite application, donc vous voyez lusrmgr.msc pour Local User Manager, et ça permet de gérer ça de la même manière, mais simplement qu'on a une sous-application, si vous voulez, qui contient un peu tout ça. Au niveau de ces informations, graphiquement, si vous voulez gérer ça de manière un peu plus avancée, vous avez accès à tout ça. L'utilisateur, je ne vais pas réexpliquer ce que c'est, mais très rapidement, vous le savez, c'est ce qui va permettre en fait de disposer d'un compte, d'une session sur l'ordinateur, et d'avoir son propre dossier personnel. D'accord, tout simplement. Donc généralement, on fait un compte utilisateur par personne, ou alors éventuellement par un groupe de personnes quand vous avez des enfants ou que sais-je, même si on peut passer par un système aussi de compte invité. Et on va retrouver des groupes. Et les groupes, c'est ce qui va permettre par la suite de gérer tout un tas d'autorisations. Les deux groupes dont on a déjà parlé jusqu'à présent, ce sont les utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui ont des autorisations standards, donc qui peuvent utiliser le système, etc. Et les administrateurs qui ont, eux, en général, un contrôle total sur la machine, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des installations, ils peuvent accéder à des paramètres, on va dire, sensibles du système, voilà, accéder à des paramètres de configuration, faire des mises à jour, et ainsi de suite. Si on passe donc un petit peu là-dessus, graphiquement, on passera très vite bien sûr à la ligne de commande par la suite. Vous allez dans les utilisateurs, on retrouve les utilisateurs de
du système qu'on a, éventuellement. Et si on fait un double clic, voilà, ou même clic droit propriété, peu importe, on peut retrouver tout un tas d'informations qu'on va pouvoir éventuellement éditer. On peut mettre un nom, une description, on a différentes options qu'on peut cocher ou non, et on va pouvoir ici notamment gérer en fait, l'appartenance à certains groupes, d'accord. Donc dire j'ajoute tel utilisateur à tel groupe. Voilà, donc on peut gérer tout ça, et administrateur, si on regarde rapidement, on a pas mal d'informations également. Donc vous voyez qu'il y a bien administrateur qui est un utilisateur, et en fait administrateur avec un S au pluriel qui est un groupe. L'intérêt, ça va être en fait d'appliquer des permissions, ça on le verra plus tard, au niveau des groupes, d'accord. Et vous voyez qu'il existe pas mal de groupes dont on ne parlera pas forcément, mais qui concernent plein d'autres cas différents, utilisés pour ça, utilisés pour le chiffrement, utilisés pour l'accès à distance. Voilà. Il y a même des applications qui peuvent créer des utilisateurs ou des groupes propres à elles pour dire en fait, les gens qui font partie, les utilisateurs qui font partie de tel groupe pourront utiliser l'application en question ou même auront certaines permissions sur cette application. Donc vous pourriez être amené justement à avoir ce genre de choses. D'ailleurs, si vous virtualisez votre système sur VirtualBox par exemple ou autre, il est possible que vous ayez des utilisateurs ou des groupes spécialement justement créés par VirtualBox pour gérer des permissions ou des autorisations bien spécifiques. Voilà comment ça va fonctionner. Alors pareil, si je fais un petit clic là pour vous montrer, voilà, au niveau des groupes, on peut ajouter des utilisateurs au groupe. On ne peut pas faire grand chose ici en tout cas à ce stade, mais on a en tout cas un accès rapide. On a même ici normalement la possibilité d'ajouter. Alors ici c'est groupe d'ailleurs. Normalement c'était utilisateur, mais ça va être dans l'interface. Ah oui, c'est pas ici qu'ils l'ont mis, ils l'ont mis dans gestion ordinateur. Ce qui est assez bizarre, mais pourquoi pas. Donc là vous avez des groupes en raccourci sur cette interface, alors que c'est l'accès aux utilisateurs locaux. Et ici vous avez normalement. Ils l'ont pas mis là, parce qu'il faut que j'aille ici. Ouais. Niveau de l'action. Ah non, c'est parce que simplement j'étais dans les groupes, tout va bien. Voilà, faut que j'aille ici. Et après je l'ai là, voilà. Nouvel utilisateur, et c'est en fonction de où vous allez. Je trouve pas ça très intuitif, mais oui, c'est ça qui font beaucoup ça sur les anciennes interfaces. En fonction en fait du contexte sur lequel vous êtes, de l'interface où vous êtes, et bien les actions changent, peuvent être amenées à changer par rapport à ce que vous pouvez faire sur l'interface dans laquelle vous êtes. Voilà, ça c'est rapidement, parce qu'on est quand même sur le gros chapitre sur la ligne de commande. Donc en tant qu'utilisateur simple qui ferait ça graphiquement, voyez, on a accès à pas mal de choses ici. Nous, l'intérêt, encore une fois, c'est de voir ça en ligne de commande, surtout par la suite quand on voudra éventuellement écrire des scripts, ou si vous voulez, un jour, effectuer des traitements directement dans un programme en gérant des utilisateurs, créer des utilisateurs à la volée, un groupe, que sais-je. C'est tout un tas d'opérations qu'on aimerait pouvoir faire. On va donc procéder par étapes pour cette séance, comme on le fait de toute façon jusqu'à présent sur les autres vidéos, c'est-à-dire voir par groupe, si vous voulez, de fonctions différentes, et on va trouver comme ça les commandes PowerShell pour pouvoir effectuer différents traitements et différentes opérations que l'on veut. Première chose que je veux faire, c'est de pouvoir récupérer les informations. Donc je vais pouvoir récupérer la liste des utilisateurs. Je pourrais éventuellement passer des paramètres si je veux récupérer qu'un utilisateur en particulier. Vous voyez ça un peu comme le ls qui permet de soit lister tout par défaut, soit lister qu'un certain type de fichier, certain type d'éléments. Là on pourrait faire pareil avec cette commande. Moi, en l'utilisant sans aucun paramètre, sans aucun argument, vous voyez qu'on récupère la liste des utilisateurs complet avec éventuellement quelques informations en plus, pourquoi pas, et on a comme ça tout ce qu'il faut. On va retrouver bien sûr la même chose pour les groupes. Donc j'insiste bien sur le fait, vous voyez que les commandes ont le terme local, parce qu'on parle bien de groupes et utilisateurs locaux, parce qu'on peut avoir les utilisateurs et les groupes de domaine, qui sont en fait une autre catégorie d'utilisateurs. On peut aussi avoir les utilisateurs invités, on peut avoir des utilisateurs propres aux applications, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on peut retrouver plein de catégories, mais l'usage le plus courant que vous allez avoir et que les gens ont, même pour les petites entreprises, c'est de travailler avec des utilisateurs, des groupes locaux, principalement. Voilà, donc on retrouve ces informations, si on veut récupérer la liste, si après on veut faire un filtre dessus, comme on apprendra à le faire éventuellement, on verra ça un peu plus tard, on peut travailler directement avec ces commandes-là. Donc c'est franchement pratique. Ensuite, ce qu'on peut faire, pourquoi pas, c'est de dire par exemple, qui sont finalement les personnes. Alors là, c'est group member. Alors pourquoi ils ont utilisé le terme member au lieu de user? Je ne travaille pas chez Microsoft, je ne pourrais pas vous le dire, mais il y a quelques commandes comme ça. Quand ce sont les utilisateurs d'un groupe, ils ont changé le terme utilisateur par membre. Voilà, pour dire l'appartenance d'un utilisateur, donc ils changent le terme. C'est peut-être cette logique-là qu'ils ont. Et ensuite, on peut spécifier quel groupe. Alors soit avec le paramètre pour être sûr, soit on peut directement mettre le nom et de dire, vous avez vu que c'était localisé en français dans mon cas, donc administrateur au pluriel. Et ici, il m'indique tous les comptes utilisateurs qui appartiennent au groupe des administrateurs. Voilà, on peut retrouver ce genre de commande-là. Donc ça nous fait 3 commandes que nous avons vues. Les commandes principalement pour récupérer des informations, afficher finalement des données déjà existantes.
Maintenant, on va pouvoir créer des choses. Alors c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez, je travaille sur mes cours au niveau de système virtualisé, parce que j'ai pas spécialement envie de créer des groupes, supprimer des utilisateurs sur mon vrai système. Donc je préfère faire mes vidéos sur un système virtualisé. Comme ça, je peux faire un petit peu tout et n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Et si vraiment vous êtes en train d'apprendre à vous servir de Windows, je vous l'ai déjà dit, utilisez, testez ça en virtualisé. Comme ça, si vous faites des bêtises, vous pouvez vous le permettre. Et au moins, voilà, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez réinstaller dans le pire des cas, sans casser le système que vous avez. Petite parenthèse d'ailleurs, si vous vous apprêtez à faire quelque chose qui peut présenter des risques, même en virtualisé, n'oubliez pas que votre fichier virtualisé, votre système virtualisé, ce sont des fichiers. Donc vous pouvez comme ça faire une copie de votre fichier VirtualBox par exemple, vous faites un petit peu vos tests, comme ça si jamais ça plante, vous pouvez restaurer les fichiers et cela vous évite de réinstaller tout Windows, faire les mises à jour, tout ça. Ça peut faire quand même gagner pas mal de temps. Donc pensez-y quand vous voulez faire des choses sensées en vous disant là je risque de tout faire planter, donc pour pas avoir à tout réinstaller, je peux faire une petite copie du fichier VirtualBox, ça ira bien. Ok, on a de quoi récupérer les infos. Nous allons pouvoir passer à finalement la commande qui semble un petit peu la plus logique pour ça, qui est la création d'un nouvel utilisateur. New, donc vous voyez comme new item qu'on avait vu la dernière fois, là c'est new local user, on va créer donc un nouvel utilisateur local avec tout un tas d'informations. Alors il y a plein de paramètres, encore une fois, selon les paramètres, quand on n'en a pas beaucoup, on pourrait directement mettre les informations telles quelles. Là, comme il va y avoir quand même beaucoup de choses, on ne veut pas créer un utilisateur avec aucune information, je vais utiliser un maximum de paramètres nommés pour qu'on arrive bien à savoir à quoi ça fait référence. Je vais utiliser name qui est le nom de l'utilisateur, d'accord. Par exemple, je vais faire ceci. Je peux utiliser full name, vous voyez que moi je ne l'avais pas sur mon utilisateur par défaut, bon, on peut le mettre aussi, en disant ça c'est vraiment le nom complet de la personne, donc nous on va le mettre ici, pourquoi pas, de toute façon je ne laisserai pas cet utilisateur, je l'enlèverai par la suite, et comme ça on va avoir différentes informations. Vous pouvez choisir d'avoir un mot de passe ou pas de mot de passe. Si on veut pas de mot de passe, on s'en mettra pas, on fera no password, et ça ira très bien. Si on veut un mot de passe, il va falloir que je détaille un petit peu, on va s'assurer d'avoir une saisie, ou en tout cas d'avoir un mot de passe qui est sécurisé, d'accord. On ne veut pas avoir n'importe quoi d'enregistré. Donc je vais écrire une commande pour sécuriser un peu ça, sur des choses sur lesquelles on reviendra plus tard. Voilà, on pourrait même passer par des variables, mais comme je préfère garder ça sur une autre vidéo, on va avancer tranquillement et pas trop se prendre la tête avec ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est de dire que je veux convertir, alors là, si je ne me cours pas dans les commandes, normalement c'est convert to-string, si je dis pas de bêtises, le mot de passe en question. Bon, moi je vais mettre comme ceci, de toute façon je suis en local, je m'en fiche. Et ensuite, ça c'est pour que ça me gère ça en tant que texte, plain, alors, parce qu'on évidemment, bonjour, on va élargir très longue la commande, et croyez-moi, si on faisait un utilisateur de domaine, on pourrait avoir une commande beaucoup plus longue que ça. Il atteindrait sûrement sur 3 lignes. Donc as plain text, et pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, même si là c'est un nouvel utilisateur, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais c'est vraiment pour m'assurer qu'il n'y a pas, voilà, on peut par exemple remplacer un ancien utilisateur et réécraser en fait les anciennes données. Je vais pas ajouter ça aussi si on veut. Donc c'est pas obligatoire, mais on peut le mettre. Je mets ça entre parenthèses pour indiquer que ça correspond à tout ça. Voilà. Tout ça en fait c'est la valeur qu'on a passé avec cet argument password. Pour dire c'est ce mot de passe qui sera converti en une chaîne sécurisée, donc une secure string si on veut le nom. Et d'ailleurs je viens de voir que je le dis mais en même temps je l'écris pas, donc bravo. Voilà, c'est secure string, sinon ça sert à rien ce que j'ai mis. Je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il y ait un truc qui s'appelle convert to string, tout simplement comme ça. Et on peut comme ça, alors je voulais peut-être ajouter d'autres choses par contre. Est-ce qu'il va pas vouloir? Oui, déjà, on va peut-être. On va refaire ça. Ouvrir un terminal avec les droits, bien sûr, administrateur. Voilà, parce que sinon, vous voyez que c'est bloqué, on n'a pas les permissions. Donc c'est pas grave, hop. Voilà. Est-ce qu'il me l'a gardé? Oui. Bon, ça tombe bien, en plus j'avais pas forcément terminé ce que je voulais montrer. Donc ça c'est le minimum, et encore bon, le full name il est pas obligatoire, on peut l'enlever, hein, d'accord, c'est vraiment on va dire en plus. Et ensuite on a d'autres informations, alors on va mettre une petite description éventuellement, donc tirer description. Allez. Alors je vais mettre le meilleur utilisateur. L'univers carrément, ça rigole pas. Voilà. Et les paramètres qui m'intéressent un peu plus ici, c'est si vous voulez par exemple gérer en termes de sécurité la durée de vie de vos utilisateurs, ou en tout cas des comptes utilisateurs, voire de leur mot de passe. C'est-à-dire de dire est-ce que en fait le compte va expirer au bout d'un moment, du style vous voulez créer un compte utilisateur temporaire,
ou alors leur mot de passe. De dire, bah, en fait, le mot de passe, il faut qu'il soit changé tous les 60 jours, tous les mois, tous les ans, et automatiquement, eh bien, vous assurez de ça en créant un utilisateur qui va bien. D'accord ? Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, alors on a pas mal d'options. Hein. Si on veut indiquer que le compte, par exemple, s'assurer qu'il n'expire pas, on peut faire ceci. Account never expires, comme ceci. D'accord ? Bon, après, normalement, il n'y aura pas de problème si on ne le met pas, parce qu'il me semble que par défaut, de toute façon, normalement, il doit considérer que l'utilisateur n'expire pas, en fait. Et au niveau du mot de passe, pareil, on peut éventuellement indiquer, voilà, ça n'expire pas directement. Donc, password never expires, comme ceci. D'accord ? Voilà, donc à part le full name et la description qui ici sont vraiment optionnels, considérez que le reste par exemple c'est le minimum qu'on peut mettre. Après vous avez vu de toute façon en application graphique, on l'a vu juste avant, si au pire vous voulez revenir sur un paramètre, on peut le changer. C'est-à-dire qu'on peut après modifier une information en particulier si on veut. Donc je peux faire ceci, et là normalement ça va être bon. Et si je refais la commande de tout à l'heure pour afficher tous les utilisateurs, on devrait trouver notre ami Chuck, voilà, qui est bien ici, avec vous voyez la petite description qui est bien mise. Donc ça fonctionne pas mal. Voilà, pour la création, vous voyez, ça se fait très bien, hein, c'est pas compliqué en fait au niveau de l'usage qu'on peut avoir, ça marche très bien. On va faire la même chose maintenant pour la création d'un groupe. Donc le groupe, je vais laisser la commande voilà, au-dessus. Local group, donc encore une fois, c'est assez logique dans les noms des commandes, donc on arrive facilement à les retenir en tout cas à ce niveau-là. Et après ici, on va créer en fait alors vraiment au niveau du nom de groupe que je pourrais créer, il va y avoir un name, on va appeler les meilleurs. Attention, ça rigole pas. Ouais, je vais mettre tout attaché pour éviter de faire des choses bizarres. Voilà. Et là, pourquoi pas, get local group, voilà, il est ici, en premier. Donc j'ai pas mis de description, j'aurais pu en mettre, c'est même mieux d'ailleurs, hein, en réalité, mais vous imaginez bien que je vais pas laisser ça après sur le système, que ce sera retiré. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on peut s'amuser à ajouter un utilisateur à un groupe. Parce que ça qu'après tout, on pourrait aussi utiliser la commande de tout à l'heure. Alors je mets tout en minuscule pour gagner un peu de temps au niveau de la saisie. Et de dire tout simplement tous les gens. Alors j'ai pas forcément, non, c'est pas d'ailleurs ce que je voulais. Ce que je voulais éventuellement pour l'utilisateur. Qu'on ajoute, voilà, c'est ça que je voulais faire, qu'on ajoute le Chuck Norris effectivement à l'utilisateur, au groupe pardon, que je viens de créer. Donc là, à nouveau, on retrouve la même syntaxe, local group member cette fois-ci, hein, comme tout à l'heure, ça ne change pas. Et on va pouvoir comme ça ajouter au groupe que l'on veut, donc attention à l'orthographe, au pire vous pouvez vérifier avec les commandes de tout à l'heure, hein, pour récupérer la liste des groupes, etc. Ajouter, non pas user, mais, voyez, un paramètre member, qui correspond à la commande. Donc attention, parce que ça peut être une erreur, moi ça m'arrivait au début, parce que justement, comme j'avais cette logique de dire user partout, des fois de noter un paramètre user, alors que c'est effectivement member ici. Et là on va ajouter Chuck, donc son pseudo, je crois que je l'ai écrit tout en minuscule de toute façon, j'avais dû faire ça comme ça. Voilà. Normalement, comme ça, on a tout ce que l'on veut. Ce qu'on peut faire rapidement, c'est de vérifier aussi au niveau de l'interface graphique ce qu'on a. Donc, utilisateur, vous voyez que Chuck est bien là, vous voyez qu'il y a bien le nom complet, la description, le mot de passe n'expire pas, vous voyez que le compte, etc., n'a pas de problème, etc. Effectivement, on peut aussi autoriser ou interdire que l'utilisateur puisse modifier son mot de passe, mais comme je vous ai dit, sur les commandes, je ne montre pas tous les paramètres qui existent, c'est à vous éventuellement d'en chercher. Alors, normalement, je crois que le paramètre pour ça, c'est user may not change password, un truc comme ça. Du style, l'utilisateur ne devrait pas pouvoir changer son mot de passe. Il doit y avoir un paramètre qui s'appelle comme ça, de souvenir. Et vous pouvez comme ça interdire en fait la modification du mot de passe. Éventuellement, si c'est vous qui gérez, encore une fois, dans une entreprise ou dans un groupe comme ça d'utilisateurs, toutes ces informations-là. Et ensuite, le groupe, eh bien, nous avons normalement le groupe les meilleurs. Si je fais un clic dessus, on voit que Chuck appartient bien au groupe. Donc a priori, c'est tout bon. Comme ça, on a tout qui est géré à ce niveau-là. Alors c'est sûr qu'à ce stade, nos groupes nouveaux ne servent pas à grand-chose, qu'on n'a pas vu encore les autorisations, les permissions, etc. Donc on a plus l'impression, on ajoute des utilisateurs à des groupes, mais le groupe en lui-même, qu'est-ce qu'il fait de plus? Pas grand-chose, quoi. Mais c'est normal, c'est des choses qu'on verra plus tard, on avance bien sûr au fur et à mesure. Vous savez récupérer toutes les infos, vous savez créer un nouvel utilisateur local, un nouveau groupe local, vous savez ajouter un utilisateur local à un groupe local, d'accord? On va voir comment éventuellement modifier une information simple, tout simplement. Donc là, je peux faire plein de choses aussi. C'est toutes les commandes de tout à l'heure, d'accord? New local user, new local group, mais vous utilisez le mot set, tout simplement.
Et là, vous pouvez dire ceci. Et ça revient quasiment à recréer un nouvel utilisateur, sauf qu'ici, ça va modifier les informations existantes. Donc je vais dire l'utilisateur Chuck. Et bien si je veux par exemple changer le nom complet que j'avais mis, full name, et bien je vais remettre ce paramètre là. Et ici je vais mettre par exemple, genre j'avais mis tout en majuscule, hein, le nom de famille, là je le mets avec simplement la première lettre en capitale. Je fais ceci, et normalement il m'a fait la modification. Donc je peux faire hop, local user, Chuck, et j'ai pas l'information que je voulais, c'est pas grave. C'est quoi qu'on avait fait tout à l'heure? Oui, c'est ça. MGR. Je vais pas l'enlever en fait. Je vais le laisser ici. Voilà. Et vous voyez qu'il a bien mis ici les mis en minuscules le reste du nom de famille. Donc on peut comme ça modifier des éléments. Et vous avez la même commande hein, pour les groupes. Si vous voulez changer, pareil. Donc par exemple, on avait les meilleurs. Voilà. Ah d'ailleurs j'ai un doute, name. Parce que là si je veux faire une modification, parce que là je sélectionne. Ah j'ai un petit doute. Comment elle marche celle-là? Est-ce que c'est... Parce que moi j'aurais fait ça comme ça, en disant on sélectionne le groupe en question qu'on veut changer. Donc c'est l'argument name. Et ensuite je dis que son nouveau nom c'est les best. Non, c'est pas ça. Donc si j'ai un doute, bah, c'est pas grave, on va regarder local group. Petit trou de mémoire, ça arrive, donc on va regarder ça ensemble. Donc on a la description, confirmation classique, name, nom d'identifiant. Là on a juste ça. Parce que si on recrée directement, ce serait un peu embêtant. Parce que le groupe, bon, à part la description, le nom n'a pas grand chose. On n'a vraiment pas grand chose à faire. J'avais mis une description. On avait mis une description. Donc à part faire ça, éventuellement faire description et la changer. On va mettre 3 petits points. Voilà. Et ensuite, get local group. Et là, normalement, voilà. Les meilleurs, on a les 3 petits points ici pour les modifications qu'on peut faire. Donc, pas mal de gestion comme ça qu'on peut faire, modification, etc. Et encore une fois, je vous montre pas forcément systématiquement tous les paramètres, toutes les choses qu'on peut modifier ou les filtres qu'on peut appliquer aux commandes. Et on peut retrouver quand même beaucoup. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Mais là, on a vraiment, on va dire, les opérations les plus récurrentes, hein, ce qu'on va retrouver le plus couramment dans ces différentes commandes. Ensuite, et d'ailleurs je viens d'y penser, c'est vrai que je me dis oui en fait c'est pourquoi je pouvais pas renommer, bah oui c'est normal parce qu'en fait il existe les commandes de renommage, donc c'est pour ça qu'on peut pas renommer les noms. C'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais oui on renomme avec les commandes directement, on le fait pas par ça. Donc oui, set, je vais le redire, set local user, set local group, permet de modifier les autres informations d'accord, d'un utilisateur ou groupe local, mais si vous voulez modifier le nom d'utilisateur ou le groupe local, eh bien vous allez utiliser directement rename local user. Et là, effectivement, je vais pouvoir faire par exemple Chuck, voilà, qui devient Super Chuck. Et là, vraiment, c'est incroyable. Et bien sûr, vous vous doutez bien, si je vous présente l'un, il existe forcément l'autre. Les meilleurs. Alors, je n'ai pas besoin de mettre les... Ah oui, d'ailleurs, je ne l'avais pas mis, oui. C'est vrai que je ne vous le montre pas, mais voilà, comme si ça marche. En réalité, ça revient à faire ça. Mais comme je vous ai dit, il y a souvent des paramètres qui sont implicites. Parce que si vous respectez l'ordre, en fait, voilà, ça va pas lui poser de problème. Mais voici les noms des paramètres nommés, hein, si vous voulez, pour vous assurer de pas que ça ne mette pas en fait les valeurs n'importe comment. Moi personnellement, je préfère généralement mettre les commandes les plus complètes, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Surtout après quand on est en descript, on travaille avec des variables. Donc généralement, on préfère avoir ça sous ce format plutôt que ça, où finalement on ne sait pas voilà, à quoi ça correspond exactement. On n'a pas, la commande, elle n'est pas vraiment documentée en fait. Il faut deviner un petit peu ce que ça fait. Voilà, donc on fait ça. Et là ici, un petit get ceci. Donc là on voit que les meilleurs a bien été renommé les best. Incroyable. Et là, user. Normalement, voilà. Super Chuck, bien sûr rangé par alphabétique ici par défaut, c'est magnifique. C'est prodigieux. Bon, c'est pas mal, hein. On a récupéré des infos, on a ajouté des utilisateurs des groupes ou des utilisateurs à des groupes, on a vu comment faire de la modification, y compris renommer les noms des utilisateurs ou des groupes. Et bien sûr, bon bah, on va terminer. Comme ça fera finalement la fin de la séance et ça ira très bien et ça fera un peu nettoyage sur ce que je viens de faire. On va malheureusement
devoir dire au revoir à notre ami Super Chuck. Et si on veut être sûr, je pense qu'il y a un petit paramètre confirm pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Voilà, voulez-vous vraiment supprimer l'utilisateur là? Oui, je suis désolé. Voilà, tu ne peux plus, tu n'es pas invité. Et bien sûr, group, les best, pareil. Oui, petite vérification. Et c'est tout bon. Et j'ai retrouvé le système comme il était avant de faire la vidéo. Donc ça nous fait beaucoup de commandes, j'allais dire beaucoup de vidéos, oui, ça fait beaucoup de vidéos sur la chaîne, effectivement, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais ça fait surtout beaucoup de commandes qu'on a abordées ensemble, hein, et pas mal de choses que nous avons vues. Donc vous voyez, hein, en termes de gestion, c'est pas compliqué, hein, on n'est pas sur quelque chose de très compliqué, ça se gère très très bien comme ça, mais fallait le voir en tout cas, et bah, si plus tard vous voulez gérer l'utilisateur par rapport à une application, à un code que vous écrivez, maintenant bah, vous avez les commandes PowerShell pour le faire, qui viennent compléter un petit peu ce qu'on peut faire au niveau des interfaces graphiques. Pour la prochaine séance, parce que là ça va faire vraiment la transition, on va parler des autorisations, des permissions, parce qu'avoir un groupe qui ne fait rien, qui n'autorise à rien, ça n'a pas beaucoup de sens, mais on va voir un peu comment fonctionne le système d'autorisation sur Windows, c'est assez large, donc j'essaierai bien sûr de vous parler de ce qui nous concerne davantage, d'évoquer un petit peu éventuellement ce qui peut concerner des réseaux informatiques, des groupes, voilà, des plus grosses infrastructures, mais on verra comment tout cela est géré au niveau du système, au niveau d'utilisateurs et comment en fait les autorisations sont appliquées à des groupes plutôt que des utilisateurs, parce que vous comprenez que au niveau de la gestion des permissions, ça rend les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus pratiques. A bientôt, s'il y a la moindre question, pensez aux commentaires bien sûr pour les poser. Ciao.